Bonsoir. Je vais vous laisser la parole à l'aîné, mais il m'a fait l'honneur de commencer. Je m'appelle Gabriel Ebandabedi. Je suis le frère de ce monsieur-là, du CEO de PDE. Il faut dire, il faut toujours donner ses accointances. Moi, j'estime que c'est très important parce qu'il faut toujours savoir d'où on parle. Si vous voyez un jour, j'ai un parti pris, c'est parce que c'est mon frère, c'est tout. Je suis un jeune Africain aussi, moins impliqué dans le milieu associatif parce que moi, je me définis comme businessman. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai grandi dans ça et je suis titulaire d'un bac en génie aérospatial de Polytechnique Montréal, spécialisation propulsion. Et j'ai un MBA de HEC Montréal aussi. Quand on m'a demandé ma bio aussi, j'ai fait plusieurs industries, le minier, l'aérospatial bien sûr, depuis presque une dizaine d'années. Et j'ai redécouvert j'ai expérimenté mon envie de l'Afrique en commençant à en investir en Afrique de manière promptue depuis 2019-2020. Et si on peut magnifier l'importance de ce panel ce soir, c'est très simple pour moi. On est à la 4e révolution industrielle, 4.0, AI, machine learning, robotique. On va vers la 5e. La première a pris une centaine d'années, la deuxième après un millénaire, la deuxième a pris une centaine d'années, la troisième approximativement une centaine d'années, aussi 50 ans. La quatrième va prendre très peu de temps. Pour faire une autre analogie, la France, pour devenir ce qu'elle est maintenant, il a fallu un millénaire. La Corée, il a fallu 60 ans. Le Rwanda, il a fallu 30 ans. On n'a plus le temps. Moi, c'est mon leitmotiv tous les jours, on n'a plus le temps. Dans nos discussions interminables dans la famille, je suis la tête brûlée qui fonce. Et lui, c'est le rassembleur, l'associatif. Et je trouve que c'est très important ce qu'on fait ce soir. Je ne vais pas étaler tout ce que je fais parce qu'on ne va plus en finir. On va le découvrir au fur et à mesure et c'est pourquoi il rit déjà. Je suis un touche-à-tout et j'aimerais quand même présenter que je suis aussi le promoteur de Why Not in Africa. C'est une plateforme YouTube qui parle d'économie, de finances, des géopolitiques vus sur un prisme africain. Parce que de nature, je suis féru d'histoire, de géographie et tout. Donc ne vous étonnez pas si je fais beaucoup de parallélisme ce soir pour illustrer mes propos. Donc on va s'arrêter là d'abord. Je vais passer la parole à l'aîné cette fois-ci. Il ne va pas échapper à ça. En tout cas, bonjour tout le monde, comment vous allez? Super. Alors, moi, mon nom, c'est Cheikh Omar Wagué. Je suis au Canada depuis 10 ans maintenant. Je suis arrivé en tant qu'étudiant, tout simplement, avec plein de rêves dans la tête. J'aime beaucoup raconter cette histoire où, quand je suis arrivé au Canada, je suis venu avec mon père qui m'a accompagné. Et dans l'avion, j'étais en train de dormir. Mais vraiment, je dormais. Je vous jure que je dormais. Et j'ai dit la phrase suivante. Je vais aller au Canada, je vais faire des entreprises, puis je vais devenir riche. Et tout de suite, il m'a réveillé. Il m'a dit, yo, c'est pas pour ça que tu vas là-bas. Donc si c'est ça, on fait demi-tour tout de suite. Et la petite histoire, c'est que quand j'ai fini mes études, je me suis tout de suite lancé en entrepreneuriat parce que c'est toujours ce qui m'a appelé. J'ai lancé plusieurs entreprises, j'ai connu beaucoup d'échecs. Je continue d'en connaître, j'essaye de continuer à grandir, à continuer à apprendre. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire partie de ce panel. Je trouve que c'est un honneur pour moi, Isaac. Et la petite touche que je pourrais rajouter, c'est que ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à investir en Afrique, à retourner. Je pense que dans les 2 dernières années, je suis parti 6 ou 7 fois à Dakar. Mais c'est dans l'optique de pouvoir développer certaines choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Bon. Bonsoir tout le monde. Si j'ai refusé de parler en premier, c'est que en Afrique, les nez ferment. Donc je ne pouvais pas parler et que eux prennent la parole après moi. Ne serait-ce que pour les présentations. Donc on ferme ce chapitre-là. Ce que je vais dire en premier, c'est que vous avez entendu businessman,
Vous avez entendu entreprise, je veux des entreprises. En fait, je me suis fait piéger. Parce que, qu'est-ce que je fais là? Je me suis fait piéger par mes jeunes frères qui sont là, qui sont organisateurs. Il faut qu'on le sache dès le début. Je ne suis ni businessman, ni entrepreneur. J'ai pour habitude, Isaac a tantôt parlé de médias, je suis un passeur. Je suis un passeur, ça fait des années que je fais ce métier-là, qui est celui de donner la parole aux gens qui ont un message vers les autres. C'est ça mon travail, c'est tout ce que je sais faire. Puis il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, avec ce que tu fais, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées, tu es un entrepreneur social. J'ai dit, ah ok, ben si vous le dites, prenons ça comme ça, alors en tant qu'entrepreneur social. Donc, de manière simple, je suis un journaliste. Je suis ici depuis, je pense qu'il y en a qui sont nés quand j'étais déjà ici au Québec. Ça fait un moment. J'ai une plateforme web, ça s'appelle comme ça, hein, on a appelé ça comme ça, plateforme web Néo-Québec, qui se décline en de l'écrit, de l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, il y a audio et vidéo. Prenez le temps de l'éteindre, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Puis aujourd'hui, il y a une émission radio qui est diffusée sur CIBL. Le plaisir que j'ai à être ici, vous ne l'imaginez même pas, mais c'est que je suis assis à côté de ces deux messieurs que j'admire beaucoup. Parmi vous, il y a des gens que j'admire parce que quelqu'un a dit, nous préparons les jeunes à l'Afrique de demain. Ça m'a fait sourire parce que quand j'entends un jeune qui dit, je prépare l'avenir d'un jeune, mais je suis admiratif de ce qui se fait là. Donc j'espère vraiment que je vais être à la hauteur de la place que vous me donnez ici, que je ne vais pas en décevoir. Puis si je déçois, comprenez-moi, c'est juste parce que j'ai été piégé. Voilà. Merci, chers panélistes. On doit commencer sans tarder. Comme propos introductif, je veux dire ce que j'ai préparé pour vous. La majorité des pays africains qui veulent diversifier leurs sources de revenus traditionnelles comptent sur l'entrepreneuriat. En contexte africain, l'entrepreneur rencontre de grands défis, notamment au niveau social et technologique. Ce sera l'objet de notre discussion aujourd'hui. Je remercie une fois encore le panel d'être là. Dans le terme de jeu, comment ça va se passer? Je pense qu'on est en famille. Celui qui voudra prendre la parole pour les sujets d'orientation le prendra et puis on pourra par la suite élaborer. Je vais essayer tant bien que mal de respecter le temps qui m'est imparti. Alors, je demande à mes panélistes d'être succincts. Merci. Dans le terme de jeu, je voulais vous demander, faites-vous une différence entre un entrepreneur africain et un entrepreneur africain de la diaspora? Question que vous êtes posée. C'est une très bonne question parce que ça, on n'en parle pas assez, mais vous allez vous confronter à cela lorsque vous allez repartir investir en Afrique. Il y a un préjugé, vous venez de la diaspora, vous voulez apporter votre mentalité, mais il y a aussi le fait que vous voulez réinventer la roue. Ça va dans les deux sens. Dans le terme de jeu, quand il disait que l'entrepreneuriat, c'est un effet de mode, c'est pas un effet de mode. On n'a pas le choix. L'Afrique n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas bâti de la richesse. La richesse africaine n'a pas été bâtie par les Africains depuis des belles lurettes. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai comme malin plaisir de regarder les instituts de la statistique de chaque pays africain. Si vous voulez investir en Afrique, ce n'est pas difficile. Prenez la balance commerciale de chaque pays africain. Regardez sur quoi la balance commerciale est déficitaire. Vous avez trouvé sur quoi investir. Exemple, je suis originaire du Cameroun. Le premier poste de dépense du Cameroun,
savez c'est quoi? Non. Le premier poste de dépenses en termes de balance commerciale déficitaire, donc d'importation, c'est le poisson. Et les intrants alimentaires, c'est 800 milliards de francs CFA par année que ce pays dépense pour pouvoir nourrir sa population. Et dernièrement, justement, on a le modérateur ici des médias. Il y a une polémique actuellement où il y a le chef des chefs en importation, Cogelcam, qui est en conflit avec une société justement du port où on retrouve du poisson avarié. Il importe près de 3000 conteneurs de poissons par année, minimum. Et là, de janvier à avril, il a importé presque déjà 2600. Donc, vous imaginez les devises qui sortent. C'est très simple à comprendre. L'argent qui sort d'un pays, ça appauvrit ce pays-là. On ne va pas entrer dans les méandres de la finance ici. Donc, oui, ces concepts-là que je suis en train de développer maintenant, ce n'est pas des concepts que l'entrepreneur africain qui vit sur le continent africain va avoir ça de manière intrinsèque. Lui, il voit comment il vit, il trouve l'idée. Moi, j'estime qu'ayant vécu dans un contexte différent, ayant été habitué à travailler avec des outils à notre disposition, parce que la statistique, c'est l'un des éléments qui manque le plus chez nous. Moi, les données de statistiques dans les pays africains, la plupart du temps, ça date de 2019, alors que nous sommes en 2023. Imaginez-vous le gap qu'un entrepreneur sérieux, lorsqu'il va aller prendre l'information pour se jauger par rapport à la concurrence a. Moi, j'estime que nous, entrepreneurs de la diaspora, on ne doit pas venir avec des leçons à donner, on doit plus venir avec une nouvelle manière de penser. Et je vais tuer une imagination. L'entrepreneuriat n'est pas moins cher. Les gars, c'est hyper, hyper, hyper cher. Préparez-vous. Mais monsieur Gabriel, vous ne nous dites pas toujours, est-ce que vous faites la différence entre les deux? Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux parce que celui qui est sur le continent, comme j'ai dit, l'outil, la recherche n'est pas son fort. Ça, il faut être clair. La recherche, c'est pas son... Lui, il vit, il ressent. Nous, on est plus dans le... Je vais partir chercher les statistiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est disponible. Exemple tout banal, hein, le nombre de personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a des aides pour la production animale locale dans les pays africains, c'est dément, alors que tout le monde entreprend en Afrique pour faire une ferme. Mais les entrepreneurs locaux ne vont même pas se rapprocher des structures étatiques. Ok, merci. Donc, il y a une différence. Alors, M. Cheikh, Alors, la différence, vous la faites ou pas? oui, je vais surtout faire l'antithèse de Gabriel. Ok. Pour plusieurs raisons. Je vais être vraiment très honnête avec vous. Lorsque je me suis dit que j'allais rentrer et que j'allais investir au Sénégal, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai fait le plus compliqué ici, dans le sens où c'est pas pour lancer les fleurs ou quoi que ce soit, mais basé sur mon parcours ou ce que j'ai réussi à faire, je me suis dit au Sénégal, ça va être un jeu d'enfant. J'ai commencé, j'ai parti, 1-2, 1-2, les choses vont se passer correctement. Justement, basé sur ce que Gabriel dit, j'ai la connaissance, j'ai une expertise, je sais comment j'ai fait mes choses, je sais comment ça fonctionnait, je sais ce qui a marché, je sais ce qui n'a pas marché. Mais il y a un proverbe chez nous au Sénégal qui dit que quand on va quelque part et que tout le monde est nu, il faut se mettre nu et aller avec eux. Ça demee fenn ñëpp def taatu neen yow tamit da ngay def taatu neen. En quelque sorte. Et en gros, c'est ça qui m'a rattrapé, dans le sens où j'ai pas pris en compte les réalités. J'ai grandi là-bas, mais quand je suis parti, je pensais que ma façon de faire allait me permettre de pouvoir réussir très rapidement, et j'avais totalement faux. Ce qu'on est capable de faire ici, je donne un exemple tout bête. Ici, à Montréal, on est capable de rencontrer 4-5 personnes rapidement, les choses peuvent se débloquer très rapidement. Au Sénégal, vous avez rendez-vous à quelqu'un, en Afrique même en général, vous avez rendez-vous à 14h, sachez que la personne va venir à 15h30. Vous allez d'abord discuter jusqu'à 16h, c'est à 17h que vous allez finalement parler de ce dont vous devez parler, puis ça va prendre 1 mois avant que ça se concrétise. Mais penses-tu que les entrepreneurs de la diaspora font exception au retard? Au début,
honnêtement, au début, tu vas venir, tu vas essayer de faire exception, etc. Mais ça revient encore au proverbe que j'ai dit. Tu te mets nu. Tu es obligé. Parce que si tu ne t'habitues pas et que tu ne te mets pas dans le même bain qu'eux, tu ne vas pas y arriver. Et surtout, je vais donner un autre point, après je vais te laisser partir. De toute façon, j'ai dit que j'allais être ton antithèse. Et le truc, au fait, c'est que quand tu essayes aussi d'imposer ta façon de faire, tu te heurtes à eux. Dans le sens où, tout de suite, il y a l'ego qui va prendre jeu et puis ils vont se dire c'est parce qu'il vient du Canada, c'est parce qu'il vient d'ici, de là, qu'il veut essayer de nous apprendre certaines choses et ça va devenir beaucoup plus compliqué de dealer avec eux. Donc c'est un peu ça que moi j'aurais à dire. Merci. Maintenant, le grand frère. Non, la question était est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur africain et un entrepreneur africain de la diaspora? Le fait seulement d'ajouter de la diaspora, voilà déjà la différence. Ça veut dire que vous n'êtes pas, il y a une différence, pas de culture en termes de valeur parce que vous êtes africain, mais en termes de pratique. Dès lors que vous êtes de la diaspora, vous n'avez plus nécessairement les mêmes pratiques. Donc ça, voilà, moi je réponds directement à cette question-là. Oui, il y a une différence. Gabriel a dit une chose, les entrepreneurs qui sont là-bas ressentent plus les choses, alors que nous, on vient peut-être avec l'analyse, la recherche et autre chose. Je dis non, parce que le Sénégalais qui vit au Cameroun est en diaspora. Et donc, là-bas, ce n'est pas la recherche et l'analyse. Il va fonctionner aussi avec peut-être le ressenti et tout ça. Mais c'est juste que lui, il y va avec des outils que les autres n'ont peut-être pas sur place. Donc, c'est là tout de suite la principale différence. Sinon, au-delà, ben, ils sont allés plus loin en donnant tous les détails sur l'horaire, sur la pratique. Même si, plus j'échange avec des entrepreneurs aussi bien, et quand je dis entrepreneurs, c'est même entrepreneurs, mesdames, aussi bien ceux de la diaspora que ceux qui sont sur le continent, hein, le grand continent, pas le petit. Ceux qui sont, quand je discute avec eux, Tout à fait. Bon, vous avez tout gâté là. Okay. Je voulais dire des choses intelligentes, mais là, vous avez... Non, ce que je veux dire, c'est que quand on discute avec eux, même cette notion d'horaire, ici on vient, si on a rendez-vous à 16h, on est là à 16h moins 5. Alors que là-bas, si on dit 16h, bah, c'est peut-être à 20h. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une chose, Cyril, le business chez nous ne se discute pas au bureau. Il se discute le soir au quartier. Ce sont des choses que les entrepreneurs de la diaspora doivent intégrer, je veux dire sans juger. Il faut juste les intégrer et essayer de s'adapter à ça. C'est vraiment là un des points que je veux dire. Avant que la thèse et l'antithèse se battent. Nous allons rebondir. Nous allons juste demander une deuxième question d'entame. Autant que vous êtes Gabriel, Cheikh, vous pensez que l'entrepreneuriat est une issue. C'est une issue qu'on dit salutaire pour l'Afrique. Gabriel disait tantôt qu'on est en retard. On est déjà très en retard. Cheikh, il est venu, il veut développer des entreprises, il veut être riche. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui peut vous pousser? Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre en Afrique? Vous pourriez entreprendre ici. On a un écosystème bouillonnant. Mais quelle est la motivation ou quelles sont les motivations qui vous ont orienté vers l'Afrique? Je vous laisse la parole. Je vais être très franc avec vous. Ce n'est pas du panafricanisme pour moi. De prime abord, hein, c'est purement calculé. L'Europe est construite. L'Asie est construite. L'Afrique a deux ingrédients qui ont façonné la construction de chaque continent de manière succincte. Moi, je vais revenir à l'histoire. 19e siècle, la France était la première puissance mondiale. On parlait français dans tous les 18e siècle, 19e siècle, on parlait français dans toutes les cours européennes. Pourquoi?
Parce que la France a les deux ingrédients, une forte armée. Et pour avoir une forte armée, il faut avoir une jeunesse. La France était la nation la plus peuplée d'Europe. Début année 2000, la Chine était la nation la plus peuplée du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 8%. Pendant 20 ans, ils ont rattrapé le gap. Devinez qui est le continent dans 20 ans qui sera le plus peuplé au monde? C'est l'Afrique. Devinez quel est le continent qui a la population la plus jeune au monde? C'est l'Afrique. Quand on dit jeunesse, ça veut dire force de travail. Ça veut dire monnaie faible. Ça veut dire investissement, opportunité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis purement dans le calcul mercantile. Et après, l'amour. Mais l'amour sans raison n'est que ruine de l'âme. Moi, je suis contre Bossuet qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. En argent, on n'est pas dedans. Oui, je pense que grand frère Cyril avait quelque chose à dire. Oui, ce qu'il a dit est merveilleux, mais il y a quelque chose, même dans... Ça me fait vraiment bizarre d'être là, comme ça. Oui, ça me fait vraiment... Il y a quelque chose qui a été dit sur lequel je voudrais revenir un peu. Quand aussi bien le modérateur que Gabriel, en disant on est en retard en termes d'entrepreneuriat. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas une chose. Aujourd'hui, c'est vrai, ça s'appelle l'entrepreneuriat, c'est codifié et tout ça, mais je veux dire, ce que vous faites aujourd'hui dans l'entrepreneuriat se fait depuis des siècles en Afrique, ok? Il s'avère qu'à un moment, il s'avère juste qu'on a peut-être beaucoup fait un entrepreneuriat qui était un entrepreneuriat comme dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, on était vraiment plus dans la subsistance. On n'a jamais pensé à faire de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire de l'entrepreneuriat, il a été démocratisé aujourd'hui. Mais il y a quand même des gens, des entrepreneurs dans tous ces pays subsahariens, des gens qui ont fait de grandes choses. Peut-être que c'était juste des minorités qui ont essayé de bâtir des choses. Aujourd'hui, je pense que quand on dit l'entrepreneuriat en Afrique, on est en retard, c'est cet entrepreneuriat, je dirais, à grande échelle. Aussi bien ces deux messieurs que beaucoup qui sont dans la salle. Je pense que la différence se situe aujourd'hui dans ce que j'appellerais ce nouvel entrepreneuriat, et messieurs, vous allez me corriger, puis peut-être dans le public, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on voit plus en Afrique un entrepreneuriat de service. Ce qui avait, je dis bien peut-être, hein, mais moi c'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire que les gens entreprennent de plus en plus dans les services, plus qu'à l'époque. Et donc là, ça se voit. Mais par rapport à ça, oui, on peut estimer qu'on est en retard. Quoique. Donc, si je comprends bien, l'entrepreneuriat, le fait que la narrative générale, en tout cas la pensée commune dise qu'en Afrique, on soit en retard par rapport à l'entrepreneuriat, c'est peut-être dû au fait que l'entrepreneuriat, tel que tu expliquais tantôt, a eu comme la façon dont il a été toujours fait, par des champs, des petits travaux, ça reste un entrepreneuriat de subsistance et non un entrepreneuriat de production de valeur. Oui, c'est exactement ça. Parce que je vais te dire une chose. Moi je vous ai dit, je vais beaucoup lancer des punchlines d'histoire et de géographie, de statistiques. L'Allemagne, est-ce qu'elle est grâce à son tissu de PME? Le problème, c'est qu'on est resté dans la subsistance. On n'a pas grandi. Les PME de nos mamans, les Bayam Selam, la personne qui restait avec son 1 hectare, il est resté avec 1 hectare. Vous savez, c'est quoi la surface moyenne d'une exploitation européenne ou en Asie? On ne parle pas de 20 hectares, là. On parle de 50, 100. Vous savez, quelle est la surface moyenne au Brésil pour être rentable sur le soja? 100, non. 200. Donc, on est resté dans nos microcosmes, oubliant qu'on fait partie d'un marché mondial. Oui, mais on est resté. Est-ce que c'est dû au fait de notre volonté? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont impulsé ce fait? Ok, merci. On donne. Oui, Cheikh. Mais c'est clair que moi, j'ai fait une vidéo sur Why Not in Africa où j'en parlais.
où on donnait le top 5 des freins à l'investissement en Afrique. Grâce à Dieu, ou bien Inch'Allah, ou Mashallah, ou je ne sais pas comment on dit ça, ce n'est plus le risque politique qui nous gêne. C'est rendu le cadet des soucis des investisseurs. C'est une très bonne nouvelle. Il y a un gros problème d'inflation et de vulgarisation des offres du gouvernement. Comme je dis, le gouvernement a mis des choses en place dans tous les pays africains. Mon premier lieu d'investissement, c'est pour le Cameroun. C'est à Djamnadio. C'est au Sénégal. Mon premier investissement en Afrique en 2016. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a des plans. Les gens ne sont pas au fait des plans. La corruption freine beaucoup. Ça, c'est une réalité. Et juste pour enchérir à ce que notre cher ami disait tout à l'heure, le rythme, c'est toi qui l'imposes. Oui, tu dois aller t'adapter au rythme des gens pour pouvoir investir en Afrique. Mais si tu n'imposes pas ton rythme dans ton entreprise, non. Moi, on m'appelle Vir Minute. Moi, au bout de 3 avertissements où je te dis, il faut faire ça en temps et une heure, tu ne le fais pas, merci, bonsoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps dans le sens que on est en retard. On n'a plus le temps dans le sens que la Corée l'a fait en 60 ans. Mais excuse-moi Gabriel, mais est-ce que ce n'est pas une erreur de procéder comme ça? Est-ce que tantôt, Cheikh disait le gap culturel, la façon de voir les choses des Africains. Le grand frère Cyril disait tout à l'heure, on ne fait pas les affaires au bureau. Mais ils ne sont pas les seuls. On fait les affaires au quartier. En Corée du Sud, on ne fait pas les affaires. En Asie, on ne fait pas les affaires au bureau. C'est autour d'un verre de saké ou de soju qu'on boit. Ce n'est pas un problème, ça. Mais ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure. Quand il y a un projet, on le livre à l'heure. Quand je dis à mes collaborateurs, les gars, il faut aller réserver les poussins du prochain mois, tu ne le fais pas. Tu viens de me faire perdre l'argent, tu viens de faire perdre l'argent de ta famille. Mais pourquoi regarder les Africains, la société africaine, avec un prisme comparatif, la Corée, l'Europe? Pourquoi ne pas les regarder en tant qu'Africains? On ne vit pas sur une planète. On ne vit pas seul. Je vais, avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu à la précédente, avant qu'il y ait la discussion entre vous deux. Tu as posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres facteurs. J'ai l'humilité de penser qu'on ne peut pas aller de l'avant si on occulte complètement notre passé. Combien de gens, peut-être dans votre génération c'est différent, mais combien de gens de ma génération disaient je vais être entrepreneur? Tes parents te regardaient en disant c'est quoi entrepreneur? Tu veux vendre quoi? C'était ça. Qu'est-ce que tu veux vendre? Donc ce n'était pas un métier en tant que tel. L'activité n'était pas valorisée. Les entrepreneurs, c'était les boutiquiers, comme on appelait. Le gars qui a la petite échoppe ou alors le gars qui pousse le bois qu'il vend à travers le quartier. Il n'y avait pas cette... comment dire ça? Il n'y avait pas encore cette culture de l'entrepreneuriat telle qu'on la regarde aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand... Et là, on arrive maintenant au niveau du prisme. Le prisme, qui est en train de parler qui nous parle? Ce sont des Africains, des entrepreneurs africains de la diaspora, dont ils ne peuvent que regarder ça avec le prisme de la société d'où ils viennent. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et moi, je dis au contraire, si ça peut faire changer les choses le plus rapidement, tant mieux. Mais encore une fois, et je pense que c'est l'objet de notre discussion, la technologie est venue changer beaucoup de choses. Donc, avant que l'entrepreneur africain de la diaspora, Cheikh Oumar Ouagé, arrive au Sénégal, il y a déjà un Sénégalais qui, sur place, a déjà pas mal avancé aussi. C'est-à-dire, il n'attend pas que Cheikh lui apporte la lumière divine, là. C'est ça. Pourquoi? Parce que la technologie est venue changer beaucoup de choses. Donc, en termes de prisme, on vient avec le prisme aujourd'hui parce que la technologie a aussi fait avancer. On ne parle plus à des gens qui sortent de la campagne et puis quand on leur parle entrepreneuriat, ils ne maîtrisent pas ce dont on parle. Donc oui, effectivement, les facteurs, il y a eu des facteurs historiques. Mais aujourd'hui, je pense que sincèrement, il y a une jeunesse qui entreprend, qui fait beaucoup de choses. Moi, je n'aime pas les comparatifs de Gabriel avec la Corée, 60 ans,
la Chine, je ne sais pas combien de temps. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que, comme on dit souvent chez nous en Afrique, que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais les choses vont quand même relativement vite, pas assez à son goût, parce que quand on n'a pas fait 3 fois le poulet qu'il fallait, là, on est viré, mais les choses avancent. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Je vais revenir un peu sur la question. Oui. Sur pourquoi j'ai décidé d'entreprendre en Afrique, en fait. Honnêtement, moi, c'est 2 choses. La première chose, c'est l'opportunité. Puis, je sais que tu as dit que ce n'est pas le côté panafricaniste, mais moi, c'est plus, ça m'a énervé de voir que la plupart des industries, surtout sur place, sont contrôlées par des étrangers. Et je prends encore l'exemple d'un pays que je connais, qui est le Sénégal. Si on regarde la restauration, la vente, les industrialisations, tout ce qui a trait à des grosses machines à sous ou à opportunités, rares sont les Sénégalais ou les locaux qui sont à la tête de choses comme ça. Et donc, c'est là où je me dis, même si on parle d'entrepreneuriat, de la diaspora ou entrepreneuriat local ou quoi que ce soit, il y a aussi eux qui sont dans cet écosystème. Donc, ces entrepreneurs qui ne font ni partie de ceux de la diaspora, ni partie de ceux qui sont locaux, mais qui investissent massivement en Afrique. Et c'est parce que, comme l'a dit Gabriel, ils ont compris quelque chose. C'est qu'on arrive vers la révolution qui va se tourner vers l'Afrique. On va être le prochain continent, on va être la prochaine force, si tout se passe correctement. Et je trouve que ce serait dommage, en tout cas pour nous, Africains, de ne pas pouvoir bénéficier de cela et de laisser cette part du gâteau à d'autres personnes qui vont venir tout rafler, au fait, tout simplement. Justement, les prédictions ne te font pas, vont dans ton sens. Je voulais ici qu'on s'oriente, on aille toujours dans le même créneau et qu'on s'oriente vers un aspect. Oui, on parle, tantôt Gabriel parlait du fait qu'on a une population. Donc, la démographie aujourd'hui de l'Afrique fait jaser. Alors, comment le percevez-vous? Est-ce un avantage, la démographie africaine, ou un inconvénient? Est-ce qu'il y a des corollaires pour que la démographie africaine soit un levier pour le développement du continent? Je vais essayer de faire court. La démographie africaine est une menace pour les autres. Elle est une menace du fait de son nombre, mais surtout du fait de son âge. Parce que dans 20 ans, l'Afrique, de par sa population, le reste du monde n'a pas le choix. Lorsqu'on salue la Chine aujourd'hui, qui est le premier grenier, non, le grenier c'est l'Ukraine, le premier marché, le premier marché du monde aujourd'hui, c'est grâce à sa population. Lorsqu'on dit aujourd'hui que la Chine est le pays le plus pollueur, le pays le plus... allez, on va lui mettre tous les qualificatifs, c'est parce que ce pays, ses dirigeants ont besoin de satisfaire les besoins de leur population. Comment on appelle ça? La classe moyenne a explosé et elle a des besoins qu'il faut satisfaire. Ces besoins viennent aussi de l'Occident, viennent de la technologie, et la population africaine aujourd'hui, la démographie aujourd'hui en Afrique, c'est ce qui fait le plus peur. Regardez le Nigeria, n'allons pas loin, regardez ce qui se passe au Nigeria. Cette explosion-là, il faut satisfaire ses besoins. Regardez ce qui se passe au Ghana. On a ces populations-là, plus ça monte, plus la classe moyenne monte, et plus on a des besoins. Donc c'est une menace pour les autres, mais c'est un atout pour l'Afrique et pour les Africains, qu'ils soient en diaspora ou qu'ils soient sur le continent. Oui, Gabi. Les provisions disent qu'en 2050, la population de l'Afrique va doubler. En 2100, va quadrupler. Alors, est-ce que c'est un avantage? Le Canada a annoncé où nous sommes, qu'ils souhaitent monter leur population à peu près 100 millions d'habitants. Pour ça, ils accélèrent sur l'immigration.
C'est une preuve très simple. Comme le grand frère vient de dire, un marché intérieur, c'est la clé, d'abord. Maintenant, chaque catégorie de population a ses propres défis. Une population vieillissante entraîne soit un choix d'immigration, le choix que l'Europe a fait, soit un choix de robotisation, le choix que l'Asie, les pays comme la Corée du Sud et le Japon ont fait. Un pays avec une très forte population jeune a comme défi l'employabilité, la formation et employer les jeunes. Quand j'entends les débats qu'on a sur les plateaux, les pays européens, Macron qui est venu dire chez nous que le Niger avec 7 enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut savoir une chose, les populations, ça s'auto-régule. La Chine a fait la politique d'un enfant unique. L'enfant unique, ils regrettent ça maintenant. L'Inde ne l'a pas fait, ils ont une population maîtrisée. Les gens ne sont pas fous. Les gens ne vont pas faire 7 enfants, ils n'arrivent pas à les nourrir. Même maintenant, on ne fait plus 10 enfants. Notre grand-mère en avait 10. Vous pensez que je vais avoir 10 enfants? Que c'est la folie. Donc, on a un atout. L'atout, c'est cette population-là jeune. Et maintenant, cet atout peut se transformer en... Je suis tout à fait d'accord avec le grand frère, mais ça peut se transformer en menace pour nous si nos gouvernements, parce que c'est leur responsabilité, n'investissent pas assez en cette jeunesse-là. On a beaucoup vu des phrases de la jeunesse africaine sur les réseaux parce que ce n'est pas contrôlé et ainsi de suite. Mais ça reste minoritaire, ne vous détrompez-vous. Quand je suis allé sur Data World pour voir le taux de pénétration d'Internet en Afrique, il est très bas, hein, la zone subsaharienne. On va y arriver, on va y arriver. Donc ça veut dire qu'on a une chance encore. Il faut investir dans les infrastructures, des écoles de qualité, des formations nécessaires. On a plus besoin de soudeurs maintenant que d'influenceurs. Oui. Et des TikTokers. Donc il faut investir, il faut que cet atout que nous avons maintenant attire les industries qui sont là en Asie, mais qui vont plus être en Asie parce que la main-d'œuvre chinoise devient de plus en plus chère. Ils sont là au Vietnam, et maintenant ils sont où? Ils sont en Éthiopie. Même si on paye moins cher en Éthiopie maintenant, à chaque année, le fait d'attirer, tu développes une expertise, le pays développe des IDE, investissements directs étrangers qui arrivent, et ça permet de monter la valeur de ce pays. Donc je pense que c'est un très, très, très grand atout. Mais attention, un big warning, il faut que nos gouvernements investissent en cette jeunesse-là. Oui, Cheikh. Optimiste ou bien complètement réfractaire à l'explosion démographique? Non, optimiste. Optimiste parce que... ce que je disais, c'est que j'ai eu une discussion avec un investisseur, un Indien, justement, qui investissait énormément au Sénégal. Puis la chose qu'il me disait, c'est que market is the money. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et en gros, ce qu'il voulait dire par là, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens, il y aura beaucoup plus de consommateurs. Mais il faut, comme l'a dit Gabriel, que cette masse de personnes-là soit éduquée, qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir permettre à l'Afrique de pouvoir se développer correctement. Parce que si on les voit juste comme des têtes à dollars, si je peux dire ça comme ça, on ne va pas y arriver. Je voulais aussi qu'on évoque la même... on reste toujours au niveau de la démographie, mais sous le prisme de l'évolution des normes de genre. Avec la place de la femme prend de plus en plus de place. Non, la femme entrepreneur. Je parle bien de la femme qui entreprend. Elle prend de plus en plus de la place. Elle occupe des postes de renom. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que d'impliquer la femme dans le développement serait salvatrice? Cette question me fait tellement rigoler, c'est pour ça que j'ai fait pouf. Vous savez à quelle heure ma mère se levait pour aller vendre au marché? Elle a toujours entreprenu. Nos mères l'ont toujours fait. C'est un débat qui n'a même pas lieu d'être pour moi. Vous trouvez? Ça n'a pas lieu d'être parce que l'entrepreneuriat en soi, j'ai l'impression qu'on vit un néo-conservatisme africain actuellement, notre jeunesse actuellement, on fait en réponse à l'hypersexualisation de la société, on fait de l'hyper-africanisation de nos mœurs d'hommes noirs. Chacun a sa place. Ce n'est pas un débat ici. On le sait, on est africain. Mais l'investissement de la femme, c'est crucial. Pourquoi c'est crucial?
Parce qu'en termes de marché aussi, si elles représentent plus que 50% de la population, et d'abord, les sociétés européennes se sont développées parce qu'on a libéralisé, ça c'est clair, hein, ça a été écrit, on a libéralisé la consommation féminine. Quand vous allez dans les centres commerciaux, vous comprenez très vite qui domine le marché. C'est clair. Donc, moi, c'est un débat, c'est même pas un débat. L'investissement et l'engagement de la femme, c'est crucial. Il va de soi. C'est un être humain qui doit investir. Point. Je parle tout le temps avec des femmes qui investissent. Moi, j'en connais tellement depuis que je suis rentré au Cameroun que je me rends compte qu'il y a un... C'est incroyable, ça boule. Donc, pour moi, c'est un peu un débat. Oui. Quelle était la question? La question était la démographie sous le prisme de l'évolution des mœurs du genre, avec la place qu'occupe la femme. Elle occupe de plus en plus des postes de renom, elle est de plus en plus impliquée, elle est de plus en plus mise au premier plan. Est-ce que ce ne serait pas un élément salvateur pour le développement de l'Afrique et aussi la promotion de l'entrepreneuriat? Je vais faire comme lui. Et je vais dire que la question elle est même malvenue. Pas de ta part, mais de ceux qui en parlent. C'est même malvenu. Comment on fait pour mettre à l'écart 50 plus 1% de la population? Comment on fait? Soyons sérieux, comment on fait? Je vais, moi, aller toujours chercher dans le passé. Toutes et tous ici, là, vous avez connu des marchés. Je parle des marchés, je ne parle pas IGA et autres, là, les marchés africains, là, vous les connaissez, qu'on trouve aussi dans d'autres pays, en Inde et partout, les marchés à ciel ouvert. 99% des gens qui vendent dans ces marchés, ce sont des femmes. C'est elles qui tiennent le tissu social africain. Comment peut-on faire pour se passer d'elles? On ne peut pas. C'est même incongru. Tous les pays aujourd'hui doivent plutôt tout faire pour mettre la femme en avant. Accélérer. Pourquoi vous pensez que les gens qui sont plus dans la recherche de la... Comment il a dit tantôt, là, de la valeur marchande. Marchande, oui. Donc, le microcrédit. Pourquoi le microcrédit se tourne vers les femmes et pas vers les hommes? Parce qu'ils savent que leur argent revient. C'est la preuve que voilà les meilleures personnes vers lesquelles investir. Donc, aujourd'hui, moi, je dis l'Afrique n'a même pas... Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir mimer des débats qui ne nous concernent pas. Ce ne sont pas des débats qu'on doit avoir dans notre société. Au contraire, on doit favoriser. Oui, dans certaines, alors quand on en parle, on va dire dans certaines régions, il y a encore, je suis toujours dans la question, hein, il y a encore des régions où il y a des jeunes filles qu'on n'envoie pas à l'école. On ne pousse pas assez la formation. Oui, mais même ici, là, si vous traversez le Saint-Laurent, là, vous allez, il y a des endroits où la fille... Bon, ici, c'est très souvent les garçons qui décrochent très vite, là. Et puis, il faut aider le père et tout. Mais non, l'Afrique a plus que jamais besoin de ces femmes, même avant ces hommes. Voilà, la question n'a pas lieu d'être. Et moi, je trouve que aujourd'hui, on voit, et tu l'as bien dit, on voit de plus en plus de femmes qui sont mises en avant. Il faut sortir après de certains discours un peu machistes. Bon, c'est pas ça le débat, mais c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, me rend malade de voir qu'on a ce type de débat-là, parce qu'il suffit de faire un tout petit peu de recherche pour comprendre que nous sommes, l'Afrique dans son ensemble, je parle plus des sociétés subsahariennes, ce sont des sociétés matriarcales. On voit beaucoup les hommes en avant, mais ce sont des sociétés matriarcales. C'est elles qui sont le ciment. Donc, si on veut se développer, on ne peut pas les mettre de côté. Donc, dans cet entrepreneuriat d'aujourd'hui, là, quand je regarde même la salle, il y a plus de femmes ici que d'hommes. Ça veut dire que le sujet les intéresse plus que les hommes. C'est clos. Merci. C'est clos. Merci. Donc partant de la démographie engendre l'urbanisation. On constate, avec l'explosion de la démographie, il y a une répartition de la démographie qui est très chaotique, je peux dire comme ça, avec une forte concentration dans des villes,
très très forte concentration dans les villes et il y a comme une transhumance. Les jeunes quittent les villages pour aller s'installer en ville. La raison souvent qu'on évoque, c'est qu'ils aillent se chercher, ils vont entreprendre. Est-ce à dire que en milieu rural, il n'y a pas des opportunités d'entrepreneuriat? Donc, face à ça, l'entrepreneur, notamment l'entrepreneur de la diaspora, comment il peut aborder cette situation? Supposons un entrepreneur qui vient investir, mais en milieu rural. Lorsqu'il fait face à ce problème de manque de ressources à cause de déplacement massif des forces vives de la localité vers les villes, c'est dû à quoi? Je vais répondre. Okay. Lorsque je suis rentré de base, je cherchais plusieurs opportunités. Dans cette recherche d'opportunités, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je prends encore l'exemple du Sénégal, Dakar, c'est ce que je connais, excusez-moi, pour le moment en tout cas. Dakar est complètement saturé. Ça sert absolument à rien, en tout cas de mon point de vue à moi, pour avoir fait plusieurs fois Dakar, regarder, discuter avec plusieurs personnes, d'investir là-bas. Dans le sens où, si vous voulez faire, je sais pas moi, vous voulez faire un restaurant, vous voulez faire X, Y, Z choses, tout simplement les loyers, si vous devez calculer le ratio, vous n'allez pas vous en sortir. Je vais vous partager un petit secret. Lundi, on va ouvrir un restaurant avec des amis. C'est un projet sur lequel je travaille depuis à peu près 1 an. Et on a décidé de le faire à Diamniadio. Tout le monde nous a pris pour des fous. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé de ça m'ont dit, mais il n'y a rien à Diamniadio. Et j'ai remercié quelqu'un qui m'a vraiment forcé la main pour me dire, va voir Diamniadio. Viens voir. Et elle m'a pris directement de Dakar pour m'a ramener jusqu'à Diamniadio. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une ville complètement à part entière. Il y a 5000 personnes qui viennent travailler là-bas tous les jours. Et il n'y a rien. Et ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a très longtemps, c'est Blue Ocean and Red Ocean. Les opportunités se trouvent là où il n'y a personne. Et si vous voulez investir, moi je pense en tout cas qu'il faut aller dans les milieux ruraux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et contrairement à la croyance populaire, les gens là-bas ont de l'argent. Ils ont les moyens de pouvoir investir là-bas. La deuxième ville que j'ai visité après ça, parce que tout de suite je me suis dit ok c'est fini là, on va aller dans le rural etc. C'est Saly. Saly est une ville qui a c'est la deuxième ville à Dakar au Sénégal et il y a un marché, c'est incroyable. Les gens sont là-bas, ils se cherchent des choses à faire. J'ai une amie qui a ouvert un café, je vais vous donner des chiffres là, comme ça vous allez comprendre. En moins d'1 mois, elle a fait presque 4 millions de chiffre d'affaires. C'est $8 000 sur un petit café là. C'est peut-être la superficie de là jusqu'ici, c'est tout. Mais il y a des opportunités et je pense que les opportunités se trouvent vraiment en milieu rural. Parce que quand on va dans les grandes métropoles africaines, en tout cas, encore une fois, je prends l'exemple de Dakar, je pense qu'il y a déjà une grosse partie des choses qui sont faites. Et si vous voulez venir faire quelque chose, le rapport entre les coûts, les loyers, la main-d'œuvre, etc., ça risque d'être très compliqué. Après, aller en mode rural, ça vient avec ses défis. Par exemple, en ce moment, notre gros défi, c'est la main-d'œuvre. La déplacer de Dakar jusqu'à Diamniadio, comment on fait, etc. Mais ça se répercute si on prend le loyer qu'on aurait pu payer à Dakar via leur payer tout simplement leur transport tous les jours pour qu'ils se déplacent. On est quand même gagnant. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au milieu rural par rapport à ça. Je sais que lui, il a investi à Diamniadio. Donc. Je confirme ce qu'il dit. En 2016, il n'y avait encore rien à Diamniadio avant qu'ils construisent les sphères et l'aéroport et tout, le stade. Il n'y avait encore rien. J'ai fait les fraises au Sénégal, fraises saines, ça existe encore. C'est la première plateforme d'échange dans la culture de la fraise en Afrique subsaharienne, première. Et il n'y avait rien. J'ai eu le même commentaire. Tu vas faire quoi là-bas? Quand je suis au Cameroun, Isa me dit toujours, tu te lèves toujours le matin avec tes shorts là, tu vas où là? Je passe 80% de mon temps sur la terre de mes ancêtres, dans le Mungo, pas à Douala.
L'argent, c'est en zone rurale. Pourquoi? Parce que, hormis les services qu'il faut offrir, le deuxième pôle de croissance du continent, c'est l'industrie. L'industrie ne se fait pas en centre-ville. On ne construit pas l'usine qui transforme l'aluminium en canettes de bière à Bonanjo ou aux Amaldi. Laissez les choses des gens riches, des bobos, comme on dit au Cameroun. Donc, les zones rurales, il y a un fort potentiel. Ça demande un investissement aussi lourd, mais par contre, le retour sur investissement est plus rapide. Pourquoi? Parce que une fois que tu fixes tes employés là-dessus, et tes collaborateurs, je préfère pas utiliser ce mot, je ne suis pas Hitler, tes collaborateurs, ça te permet de les fidéliser et de créer un tissu. Parce que toujours, quand on investit, on veut créer un tissu. Il n'y a aucune industrie qui se développe sans tissu industriel autour de ça. Donc moi, je pense que les zones rurales, c'est le futur. Maintenant, ça dépend du business. Si tu parles de l'immobilier, c'est autre chose. Parce que là, c'est autre chose. Parce que là, on ne construit pas un gratte-ciel en pleine forêt. C'est ça. Au début de notre discussion, j'ai dit que moi, je n'étais pas businessman. Là, c'est bien parce qu'on a entendu deux entrepreneurs et en train de parler de choses très pratiques. Je vous ai dit ma position, je suis plus un observateur. Et c'est un peu ce que quand les gens me parlent, moi, voilà quelle est ma richesse. Et je voudrais, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu le terme répat. Oui, tout à fait. C'est vous, là, quand vous décidez de repartir. De retourner. Voilà, de revenir au pays. Et un pays vers lequel il y a eu un gros travail d'analyse là-dessus sur les répat, c'était les répat du Ghana. Ok, voilà, c'était ceux du Ghana. Et j'en parle parce que on dit l'entrepreneur, c'est juste africain, mais moi je suis sur l'entrepreneur africaine de la diaspora Tout à fait. face au changement, parce que c'est eux qui veulent repartir investir là-bas, eux et elles qui veulent aller investir. Et quand ils arrivent et qu'ils voient, vous avez entendu comment ils en parlaient là du centre-ville. C'est plein, c'est pollué, ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire en fin de semaine? C'est d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, là, c'est vers la campagne. Alors, les répat du Ghana, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à se retrouver un peu plus loin. C'est quelqu'un qui a ouvert, comme Cheikh et son restaurant. Quand on va descendre à Dakar, ce qui fait de nous, les gens de la diaspora, c'est on ne mange pas à Dakar. On va chez Cheikh, on s'éloigne au maximum. Mais sauf que ça vient aussi et ça maintient de plus en plus des gens, ça fixe les populations qui avaient tendance à partir. Je vais prendre le cas, je vais le ramener à un quartier, du moins une banlieue, c'est pas un quartier, c'est une ville à côté de la ville de Douala. Ça, je parle pour le nom camerounais, là, à Douala, au Cameroun, un peu. Aujourd'hui, on considère même que c'est une banlieue. Tellement les gens y vont, c'est Bounindale, qui est un village normal à côté de la ville, mais les gens ont tellement investi là-dedans. Et tout à l'heure, je parlais d'entrepreneuriat de services. Les gens ont tellement investi là-dedans. Des gens qui vont faire des galeries d'art dans ce coin-là, et où tu te dis, il y a 15 ans, on se disait, mais qui c'est qui va aller voir une galerie d'art là-bas? À côté de cette galerie d'art, il y a quelqu'un qui va venir poser un restaurant en utilisant un design local, et que ces diasporas adorent, parce que c'est ça qui fait la différence avec les... Donc, c'est pour dire que tout ça, que ce soit en industrie, que ce soit en service, ça fixe les gens. Je pense que c'est là où les entrepreneurs de la diaspora apportent ce plus qu'ils ont acquis à l'extérieur, c'est d'arriver à garder et peut-être à jouer quelque part, avoir un impact dans l'exode rural qu'on observe chez nous. Donc oui, c'est pas un enjeu, c'est même une opportunité pour ceux qui veulent investir. Oui, Gabriel parlait tout à l'heure de l'urbanisation, le fait qu'il y a du dépaysement ou bien que les campagnes se vident, c'est une opportunité, tout le monde est d'accord.
le panel, vous êtes d'accord. Il a aussi dit une chose très intéressante. Lorsqu'on est en milieu rural, il faut de lourds investissements. Ce n'est pas tout le monde qui a des investissements. Il y a un problème, l'entrepreneur peut être parfois limité dû à l'investissement. Celui de la diaspora, parfois, au niveau local, est perçu comme quelqu'un qui n'a pas de limitation. C'est-à-dire, il vient avec ses euros, ses dollars, il a beaucoup d'argent, il est capable de faire. Mais pensez-vous que, au niveau de l'investissement, la disponibilité du financement, en plus, parce que l'investissement n'est pas seulement financier, il y a un investissement humain, l'éducation et le développement de compétences au niveau rural, c'est un réel challenge. Alors, face à ça, est-ce que l'entrepreneur de la diaspora ou l'entrepreneur africain devrait plutôt avoir un regard, devrait considérer ces états de fait comme des opportunités ou c'est un réel blocage? Comment rendre une réunion efficace? C'est simple ce que je dis, hein. Mais ils ne connaissent pas ça. Et pour te dire l'investissement humain, justement, moi j'ai 1 heure devant moi de meeting avec eux pour gérer des trucs. On passe 4 heures parce que chacun... Laisse-moi parler. Laisse-moi m'exprimer. Il pense qu'on est au quartier. Mais en fait, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est que les formations continues qu'on appelle ici, le meeting efficace, comment gérer, comment transmettre un message à son boss en 1 page. Non, mais il va t'écrire un livre pour t'expliquer qu'en fait, il y a un déficit de 200 000. Et oui, ça, c'est une opportunité énorme. Et d'où PDE. Parce qu'il faut faire sa publicité un peu. Non, c'est vrai. D'où PDE. Parce que moi, quand il m'a montré le projet, j'étais, oui, c'est intéressant, mais je me suis rendu compte quand la compagnie qui était supposée former mes collaborateurs m'a chargé 1 million de francs pour trois formations. Rencontre efficace, Excel Basic, et la troisième, je ne me rappelle plus exactement. On m'a chargé 1 million. Non, PowerPoint. Et elle me dit, parce que c'est une demoiselle que je connais très bien, elle me dit, est-ce que tu sais que CFAO m'engage, elle touche 15 millions par mois de CFAO pour former ses employés. Des gens qui sont directeurs à CFAO. Ceux qui ne connaissent pas CFAO Motors, c'est dans les voitures, dans l'industrie, ils ont été achetés par Toyota, c'est un groupe français dans le passé. Donc, il y a une opportunité. Les services pour rendre efficients les entreprises, même les startups, c'est énorme, c'est énorme. Vous vous imaginez que le deuxième distributeur de produits pétroliers au Cameroun, Tradex, n'avait pas de système de gestion quotidienne de son stock. Est-ce que vous imaginez ça? C'est passé sur Canal Réussite. C'est un jeune Camerounais qui a gagné un marché de presque 300 millions de francs. Allez regarder Tradex, Canal Réussite. Vous n'avez même pas idée. Alors que nous, ici, c'est des choses basiques. Alors, il faut juste vous promener dans les entreprises, allez voir. Donc, le capital humain, je pense, c'est même plus important que l'argent. Parce que l'argent, là, vous allez en trouver. Vous allez vendre vos maisons ici là, pour aller investir en Afrique. Vous allez en trouver. Donc, je pense, c'est la clé, en fait. Parce qu'il peut y avoir une main-d'œuvre des gens qui sont allés à l'école, mais la formation continue est le principal défi que nous avons. Si PDE ouvre un institut, par exemple, à Dakar, qui fait juste de la formation continue, ces mecs-là, CEO, moi, je vais être leur chauffeur. Je vous dis clairement. C'est vrai. Merci, Gabriel. Rapidement, Cheikh, nous passons au prochain point. J'ai reçu déjà l'information qu'il faudrait qu'on essaye d'accélérer. Ouais. Mais vas-y. Oui. Ça dépend? Oui. Oui, ok. C'était au niveau du financement entre l'entrepreneur local et l'entrepreneur de la diaspora, puis comment c'est perçu. Tout à fait. C'est ça. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du Sénégal, pays que je connais. Il y a beaucoup de financement disponible, en tout cas en ce moment au Sénégal, pour des entreprises qui veulent se développer. Le seul problème, c'est que c'est très politique. C'est le seul problème. Il faut que, à la fin, vous soyez avec le président, que vous criez sur tous les toits que c'est grâce au président que
vous êtes ce que vous êtes. Sinon, ils vont vous couper l'aile sous les pieds. Ça, c'est la première chose. À part ça, c'est très difficile pour un entrepreneur local de trouver de l'argent pour financer son projet. Parce que c'est pas comme ici où on est capable de travailler et d'avoir son entreprise en même temps. C'est très, très, très compliqué. Maintenant, si on prend l'exemple de l'entrepreneur de la diaspora qui revient, si vous ne faites pas attention, vous allez laisser tout votre argent là-bas, puis vous n'allez rien réaliser. Parce que les gens, tout de suite, en face de vous, ils se disent « Ok, c'est un Canadien, c'est ci, c'est ça ». Ils vont doubler, tripler, quadrupler tout ce qu'ils sont capables de faire juste pour manger l'argent que vous avez. Puis derrière, ils vont pas vous donner le résultat escompté. Donc, il faudrait traiter son argent et son investissement de la bonne façon pour pouvoir réussir à je sais pas comment dire, tirer le plus de profit de ce que vous voulez faire en tant qu'activité là-bas. Puisqu'ils ont tout dit, j'allais juste... grosso modo, au niveau du financement, je veux juste rajouter une petite chose à la charge, peut-être des investisseurs locaux, c'est que quelque part, ils n'ont peut-être pas aussi facilement accès à de l'argent en raison du crédit. Celui de la diaspora peut l'avoir facilement. Celui qui est local, c'est parfois difficile parce que ce qu'il propose en garantie, malheureusement, les banques là-bas fonctionnent avec le prisme d'ici. Donc, c'est souvent un obstacle. Merci. Donc, nous allons passer à la phase des défis technologiques. Gabriel parlait tout à l'heure d'investissement au niveau de la formation. Donc, parlant de la formation pour des zones, étant donné que la population n'est pas démographiquement répartie de façon uniforme, il faudrait parfois faire appel à des technologies, en l'occurrence les technologies de l'information, les TIC. Pensez-vous que les TIC peuvent être un élément majeur pour le développement de l'entrepreneuriat dans des zones où l'entrepreneuriat, on peut dire, où il y a une certaine aridité entrepreneuriale? Et quelles sont les conditions? Gabriel disait tout à l'heure quelque chose d'intéressant, que beaucoup disent que la couverture Internet est assez importante. Pourtant, ce n'est pas le cas dans les faits. Je vais le laisser embrayer, ce qui fait le hoche de la tête. Le taux de connectivité en zone maghrébine est plus de 50%. En zone subsaharienne, 20%. On a à peu près en moyenne. Je pense que la technologie, c'est le futur, parce que si vous êtes en zone Afrique de l'Est, vous allez voir, c'est très répandu. On utilise des M-Pesa, ça vient de là. Même le principe de portefeuille mobile, ça vient de l'Afrique de l'Est. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de nos défis. Pour être très court, nos défis donnent de nouvelles opportunités. On peut bancariser toute la population africaine avec le portefeuille électronique. C'est faisable. Juste avec les transactions, c'est la même chose qu'un principe d'une banque. Et puis, tu as une historique de crédit. Je pense que c'est nos défis à nous, ce sont nos défis à nous. Il faut maintenant trouver le moyen de magnifier nos défis par cette jeunesse, justement, qui veut évoluer. Et par aussi des gens qui sont sur le territoire, sur le continent, pour pouvoir changer les choses. On les TI, c'est clair. Même l'industrie 4.0, machine learning, la robotique, ça a sa place chez nous. Nonobstant le défi énergétique qu'on doit traverser, parce que c'est clair que ça, c'est le plus gros défi qu'on a. Et infrastructurel. Ah, ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est la base. Sans ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Parce que si pour sortir un plantain de melon, pour l'amener à Douala, ça te coûte le prix de production, tu viens de perdre en compétitivité. Merci. Je pense que c'est beaucoup d'opportunités, tout ce qui est les défis technologiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dedans et qui en ont besoin, réellement, comme l'a dit Gabriel. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de l'accès à l'Internet... On ne le perçoit pas encore en Afrique. Non. Voilà. Au niveau de l'accès à l'Internet, c'est un gros Même problème. dans les villes. Dans les villes, je vous dirais que la plupart ont Internet. Par exemple, si on prend TikTok, ils sont tous sur TikTok. À quel prix? Au prix de... C'est Orange, les grosses compagnies, les grosses multinationales de télécommunications, c'est eux qui s'enrichissent dedans. C'est sûr que maintenant, ils essayent de faire en sorte que ça devienne beaucoup plus accessible en donnant des forfaits, des ci, des ça. Mais on est encore très, très loin d'atteindre
l'apogée de tout ce qui peut être fait en termes de technologie, parce que la base n'est pas encore là. C'est qu'au niveau de la connectivité, il y a encore un problème qu'il faut régler. Merci. Donc, ok. Donc, pour la dernière question sur les changements technologiques, si je vous dis intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on devrait s'inquiéter? J'ai le micro, je le Tout à garde. fait. J'attendais le mot intelligence artificielle parce que, petite information, je viens de terminer un podcast avec les universités québécoises qui est dirigé vers les universités africaines de 4 pays subsahariens, là, où on met en avant la recherche qu'offrent les universités québécoises. C'est quelque chose qui va paraître, qui va sortir là au mois de, comme on dit ici à l'automne, au mois de septembre, pour ceux et celles que ça intéresse. Et là-dedans, j'ai eu en face de moi des professeurs, des chercheurs en intelligence artificielle, dont notamment le numéro 1 au monde, qui est ici à Montréal, Yoshua Benjo. Et il était avec Baniré Diallo, qui est un chercheur guinéen ici à l'université de Montréal, et qui m'a dit une chose quand on a parlé d'intelligence artificielle. Il me dit, quand on parle d'intelligence artificielle, Cyril, ça m'amuse beaucoup parce que on en parle en regardant la société d'ici. On n'imagine même pas ce que ça peut faire et ce que ça va faire en Afrique. Et dans la question que tu as posée, tu as dit, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Prisme d'ici. Tout à fait. Tu vois, c'est plutôt pourquoi ça n'arrive pas rapidement pour qu'on y aille. Et il y a des centres aujourd'hui de formation en intelligence artificielle, notamment au Sénégal, qui sont en train de faire des choses qui, d'après ce qu'ils me disent et ce que j'ai vu, dans moins de 10 ans vont révolutionner énormément de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans l'agriculture. Parce que nous utilisons cette intelligence artificielle pour nos enjeux africains. On ne l'utilise pas pour ChatGPT, non, c'est pas pour ça. Donc, lorsqu'on parlait, ça j'attendais quand on a parlé de technologie pour l'entrepreneur africain, mais c'est là où je rejoins Gabriel, c'est ça qui va nous amener à la Corée en moins de pourvu, encore une fois, qu'on sache s'en servir, qu'on sache l'utiliser. Moi, j'ai rien contre les TikTok, j'adore ça. Mais il y a la place pour les TikTok et il y a la place pour utiliser... Qu'il y ait une politique et qu'il y ait une éducation pour que la population puisse s'en approprier. Plus une éducation. La politique, ça, c'est autre chose. Si on parle de politique, pour mettre une politique d'éducation à l'intelligence artificielle, il ne faut pas y compter. Je parie qu'il y a des ingénieurs dans la salle ici, j'en suis un peu précieux. Bref, c'est ça qui va, moi je pense que c'est là la clé. C'est la clé. Merci. Oui. Très, très belle intervention, mais j'ai une question parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ici. Dans chaque révolution industrielle, il faut sa source, son pétrole. La troisième révolution industrielle, c'était le pétrole, les énergies fossiles. C'est quoi la source de la quatrième révolution industrielle? C'est la donnée. Qu'est-ce qu'on manque de plus en Afrique? C'est le data. Justement, quand on est dans une entreprise, des entreprises qui veulent migrer vers des solutions d'intelligence artificielle en Afrique ou ici, les AWS, Microsoft Azure et ainsi de suite, qui sont des centres de développement d'intelligence artificielle, c'est parce qu'il y a de la donnée. Il n'y a aucun centre de données en Afrique. Il n'y a aucun. J'ai vérifié. Aucun. Où? Oui. Ok, je vais te passer après. C'est expérimental ou bien c'est les données qui sont produites par nous? Ah, chez nous? Ok, mea culpa. Mea culpa. Mais la donnée, juste pour dire, la donnée, c'est le Saint Graal
de la technologie, l'intelligence artificielle. Parce que la technologie, on l'a déjà, les plateformes existent déjà. Et comme le grand frère disait, on voit la blockchain qui peut nous permettre d'officialiser et d'enterrer une fois pour tous les problèmes de titre foncier dans nos pays. Le dossier médical, on peut l'enterrer une fois pour toutes avec la blockchain. On peut en parler pendant des heures parce que c'est un sujet que j'adore. Mais il nous faut produire de la donnée pour que ça change. Merci. L'un des principaux facteurs de changement en Afrique, la plupart du temps, c'est la politique. La plupart du temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive vers des élections, encore une fois, au Sénégal, en 2024. Et là, dernièrement, non, il faut maîtriser une chose, ensuite tu vas dans d'autres. On te dit qu'avant d'aller... Tu comprends? Non, le continent, laissez ça là-bas. Vous m'avez mis sur un panel avec trois Camerounais, je suis le seul Sénégalais. Il faut que je parle de mon pays un peu, c'est important. Mais plus sincèrement, je reviens au niveau de la data. Justement, là en ce moment, il y a des élections qui arrivent. Puis la plupart des candidats étaient en train de se plaindre par rapport à un point important, c'est qu'ils ne connaissent pas la démographie. Ils ne savent pas qui est qui. Et justement, le Sénégal a lancé un truc ils ont lancé une agence de la statistique. Et justement, pourquoi je dis que j'ai vu avec mes propres yeux, c'est que dernièrement, je suis là-bas au mois de mars ou avril, je ne sais même plus. Bref, ils ont lancé une campagne pour recenser tout le monde dans le pays. Et c'était vraiment impressionnant à voir. C'est qu'il y avait des gens, du matin au soir, dans la rue, avec des tablettes, qui allaient parler aux gens même. Genre, ils vont voir un groupe de 5 personnes. Est-ce que vous êtes recensés? Si vous n'êtes pas recensés, laissez-nous vous recenser. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, prénom, numéro, blablabla. Bref, ils prennent toutes les informations et de ce que j'ai eu comme retour, ils ont réussi quand même à recenser une bonne partie de la population. Ils n'ont pas sorti les statistiques parce qu'après ça devient de la politique, mais je pense qu'on règle un peu ce problème de data. Non, mais ça s'appelle justement un recensement tous les 5-6 ans. C'est pas la donnée. Non, en fait... Ça, c'est la base. Si tu n'as pas ça, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Sauf que Messieurs, cette fois-ci, ils ont nous pourrons poussé la continuer data. les discussions bien après. Je voudrais comme ça qu'on essaye de conclure. Ouais. Je vais vous laisser dire un dernier mot de façon très succincte. Ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en Afrique. Comment, d'après vous, vous voyez les choses? Est-ce qu'il faudrait pourrait inciter les autres ou pas à se lancer les défis? Donc, un dernier mot. Je vais résumer un peu ce qui s'est dit, pour ma part en tout cas. Moi, je pense que l'entrepreneuriat en Afrique, ça existe depuis très longtemps. Si on prend l'exemple des Bamileke, on prend l'exemple des Soninké, c'est des gens qui, depuis des années et des années et des années, ont toujours entrepris, mais à leur façon. C'est peut-être pas appelé de l'entrepreneuriat, mais c'est des gens qui, dans leur famille, ça a toujours été des gens qui ont fait des affaires. C'est comme ça qu'on a toujours appelé ça. Donc ça fait partie de nous, ça fait partie de nos cultures, ça fait partie de notre façon de faire les choses au quotidien. Je pense qu'il faudrait juste donner un cadre à cela. Et c'est quand ce cadre-là est donné qu'on est capable de passer de juste se contenter d'un hectare à dire qu'on va aller chercher 20 hectares, 100 hectares, 200 hectares pour pouvoir exporter et faire aller au niveau mondial, etc. C'est là où on peut commencer à parler d'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, vraiment énormément d'opportunités en Afrique. Je conseille à ceux qui le peuvent d'aller observer. N'allez pas tout de suite avec un projet. Parce que votre projet peut très, 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 très vite changer. Moi, à la base, je me disais même pas que j'allais aller dans la restauration. J'étais dans autre chose. On m'a blagué. Vous allez perdre de l'argent. Ne vous découragez pas. Continuez. Mais vous allez réussir à trouver une opportunité parce qu'il y en a énormément. Et si on ne les prend pas, ce sont les autres qui ont compris, qui viennent avec de la masse, beaucoup d'argent, qui vont venir et qui vont tout récupérer chez nous, puis on aura juste nos yeux pour pleurer. Merci. Pour conclure, je trouve que cette initiative de PDE, d'abord, j'aimerais vous remercier parce que c'est très important. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de panel ici à Montréal pour parler d'entrepreneuriat et j'espère qu'on va plus entrer dans des sujets thématiques par la suite. C'est une suggestion. Moi, s'il y a un mot que j'aimerais que tout le monde puisse retenir ici, c'est le mot audace. Il faut oser.
Il faut oser parce que ça ne sera pas facile. En plus, on a un gros défi, on est très loin, contrairement à la diaspora européenne. Ça fait que le défi, ça nous apporte d'autres défis technologiques qu'il faut qu'on mette en place. On a un continent qui va exploser. Quand vous tous, j'imagine, vous tous, vous faites des tours en Afrique, ça bouillonne. Le continent est en train de s'émoustiller, si on peut dire ça. Et moi, je vous dis juste une seule chose, toutes les compétences, médecins, ingénieurs, barman, avocats, on en a besoin. On a le continent qui a le plus besoin de sa diaspora actuellement. Et ça, nonobstant. Je vais d'abord dire merci aux organisateurs de m'avoir piégé. Finalement, ce n'est pas un mauvais piège. Je pense que je m'en suis plus ou moins bien sorti, du moins j'espère. Très bien sorti d'ailleurs. Voilà, merci, il faut me flatter. L'entrepreneur africain face aux changements sociaux et technologiques, moi je vais m'adresser à vous. Comme ça, rapidement, excusez-moi, est-ce qu'il y a parmi vous des entrepreneurs, juste main levée, juste pour avoir une idée un peu comme ça. Ok, voilà. Les autres sont comme moi, c'est ça? Ok, on regarde. Moi, j'y crois beaucoup à l'entrepreneuriat africain, celui de 2022, 2023 et celui dans les années à venir. Je crois beaucoup en l'entrepreneuriat de la diaspora. Donc, je vais m'arrêter à la diaspora canadienne, c'est celle qui est ici. J'y crois beaucoup parce que, contrairement aux générations diasporiennes passées, elles sont mieux outillées intellectuellement, humainement, matériellement, et sont capables de mieux faire face aux adversaires dont Cheikh a parlé, mais on est passé très rapidement dessus, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs locaux, il y a ces investisseurs qui viennent d'ailleurs, souvent de pays colonisateurs, et qui ont déjà balisé le terrain. C'est très difficile de lutter contre eux. Mais je crois beaucoup en cette diaspora-là, et je crois surtout au fait que elle crée des besoins, des services dont elle a elle-même, écrit des produits, pardon, des services dont elle a elle-même besoin quand elle rentre. Et je pense que c'est pour moi le signe qu'elle réussira. Donc moi, j'y crois vraiment beaucoup. Et parmi vous, sincèrement, s'il y en a qui ont l'intention de se lancer ou qui se sont déjà lancés, je ne peux qu'encourager cela. Longtemps, on a fait croire que l'entrepreneuriat, je ne parle pas des grands groupes qu'on connaît à gauche, à droite dans nos pays, mais on a longtemps fait croire que l'entrepreneuriat n'était pas une activité valorisante. Aujourd'hui, elle l'est et tout le monde peut s'y lancer. Moi, je ne peux qu'encourager cela. Donc, voilà qu'est-ce qui va être mon dernier mot et merci encore de m'avoir donné l'opportunité d'être de l'autre côté. Merci. Merci au panel. Merci d'avoir été présents. Mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce beau panel. J'imagine que ces discussions a pu susciter des choses en vous un petit peu. Il y a des questions peut-être qui vous taraudent. Alors là, on a un petit 5 minutes pour ceux qui ont des questions pour poser aux panélistes, au cas où vous en avez. Est-ce qu'il y a une main levée? Je viens vers vous. Moi, j'avais une question à propos de monsieur sénégalais. Me lever. Ouais, désolé. Cheikh, je pense bien ça. Ouais, c'est à propos de votre restaurant que vous comptez ouvrir. J'aimerais savoir comment vous pensez procéder à regarder, parce que vous allez être ici, comment vous pensez gérer du Canada au Sénégal, par exemple, pour ne pas vous faire voler ou quoi que ce soit. Parce que la restauration, c'est quand même difficile, si je ne me trompe pas. Donc, j'aimerais savoir.
Est-ce que vous avez des associés ou Ouais, autres? c'est ça. Bah, l'une des choses les plus importantes, je pense, surtout quand on va en Afrique, c'est de réussir à trouver de bons associés. J'ai la chance, moi, je ne lance jamais d'entreprise seule. Ça, je le dis tous les jours. J'aime donner l'exemple d'ici au Canada. Pour lancer une entreprise, vous devez être minimum 2. Sinon, ce n'est pas une entreprise, c'est ce qu'ils vont appeler une entreprise individuelle. Donc, ceux qui essayent de faire des choses seuls, arrêtez ça. Mettez-vous avec des gens. Bref. Ceci étant dit, j'ai 3 partenaires sur le restaurant. On est 3. Il y en a un qui a énormément d'expérience là-dessus parce qu'il a réussi à faire la même chose au Burkina. Il a généré beaucoup d'argent avec ça. Puis on s'appuie beaucoup sur son expertise pour le faire. Puis j'ai un associé qui est comme mon frère, dans le sens où on n'a pas le même sang, mais on a grandi ensemble. On a fait l'école ensemble. On a fait nos 400 coups ensemble. Je le connais très bien. Il me connaît très bien. Donc je sais que s'il fait le fou, je vais pouvoir aller chez lui et je vais l'attraper. Et je pense qu'on ne peut pas faire des affaires en Afrique sans associés. Et chacun amène sa pierre à l'édifice et c'est ça qui va permettre de faire les choses correctement. Bonjour, merci encore. Personnellement, merci à Isaac pour l'invitation. C'était vraiment très, très enrichissant de vous écouter. De par ton expérience sur le terrain, beaucoup l'analyse en tant qu'ingénieur et puis Lenny avec toute l'expérience, sa sagesse et puis le résumé. Donc moi, la question va directement vers Gabriel. Tout à l'heure, tu as parlé dès le début, tu es allé vraiment dans tout ce qui est statistique et tout. Et je maintiens, tu as totalement raison, ce qui manque vraiment en Afrique, c'est vraiment des centres de données. Et tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour l'Africain, pour nous tous, pour pouvoir trouver une façon d'utiliser ces données. Donc, toi, actuellement, je me demande, ok, tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de centre de données en Afrique. Il n'y a pas de vrai exemple de ce qui est... Bon, du peu que je sais, je ne connais pas de contre-exemple. Maintenant, à ton niveau, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est toujours prendre l'exemple de l'histoire, parce que le monde, en fait, c'est un cycle, en fait. Prendre l'exemple pour trouver le pattern. Maintenant, actuellement, avec l'information sur l'histoire, tu vois là où l'Afrique va, tu vois ce qui s'en vient, tu vois qu'il montre, on manque un centre de données. Comment est-ce que, dans ton processus d'entrepreneuriat, comment est-ce que tu combles cela, en fait? Sur quoi tu t'appuies? Quels sont aujourd'hui tes outils et tes forces pour venir combler, en fait, ce manque qui n'est pas forcément présent? Parce que souvent, les données, pour en trouver, il faut être sur le terrain. C'est très dur, même si, en fait, on a beaucoup d'outils, c'est très dur de donner une image ou un portrait très réaliste quand on n'est pas sur le terrain. Donc, c'est quoi, en fait, toi, en fait, ton approche de solution par rapport à ce fait? Je crée ma donnée. Aussi simple que ça. Je suis sur le continent depuis, ça fait 6 ans maintenant, à peu près. Et je m'efforce d'éduquer mes collaborateurs à recenser les données. Un exemple très simple. Pendant très longtemps, les gens qui fonctionnent avec l'expérience savent que en saison pluvieuse, moi je suis dans le poulet aussi, lorsque tu veux élever des poules en saison pluvieuse, c'est plus difficile. Le prix du poussin est plus cher, il y a moins de producteurs parce qu'il y a plus de maladies qui se développent. Mais ils ne savaient pas c'est quoi les tendances. En 2 ans d'expérience, la data nous a permis de comprendre que les taux de mortalité qu'on avait durant les différentes périodes, qu'est-ce qu'on doit combler en termes de prix. Parfois, c'est tellement banal qu'un fichier Excel avec plusieurs données là-dessus pour les méthodes de vente. Tu divises tes vendeurs par des grossistes, des magasins ou des particuliers. Tu dénombres le quartier. Ah, tel quartier m'achète plus de poulet, je vais ouvrir ma boutique là. La donnée, on l'a construit. Le problème sur notre continent, c'est que la donnée a une limite lorsque tu es entrepreneur, quand tu es juste un entrepreneur, parce que la donnée est politique, comme disait Tchèque. En Russie, quand tu vas, ils n'ont pas Facebook, ils ont VKPunt. En Chine, ils n'ont pas Google, ils ont Baidu, c'est ça? Baidu. Chaque zone
a son centre de données sur place. Pourquoi je dis que la donnée est importante? Parce que la donnée est... Si tu as la donnée d'un pays, tu connais les gens de ce pays. Tu peux influencer tout le monde dans ce pays-là. Et ça va de pair aussi avec le business. C'est pour ça que je pense que de mon niveau à moi, hein, le plus important avec les solutions cloud qu'on a maintenant, tu peux stocker ta donnée et utiliser ta donnée par la suite avec ton expérience. Oui, bonsoir, moi c'est Divine Tachinda. Je vais rebondir en fait sur un exemple mentionné par, je pense, notre Sénégalais en fait qui est ici présent. L'exemple était sur un frère avec qui vous travaillez et tout ça. Je pense que dans le fond, en fait, ce que vous mentionnez relève en fait de la confiance. Donc ma question en fait est celle-ci. Comment créer et intensifier, par exemple, et tout, la confiance entre entrepreneurs, par exemple, présents dans la diaspora et parties prenantes en fait sur le continent africain? Car manque de relation, nécessairement de confiance et tout, veut dire aucune essence, par exemple, et tout d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on peut créer, par exemple, et nourrir, par exemple, ce genre de valeurs ou de relations-là, par exemple, et tout, quand on vient de cultures diasporiques différentes et valeurs continentales également, qui peuvent être aussi différentes pour les deux parties? Ta question est très précise, mais très difficile. Dans le sens où je pense que la base sont les valeurs. Dans n'importe quel partenariat, que ce soit amical, amoureux, relationnel, business, c'est d'abord les valeurs. Et souvent, on a tendance à faire des affaires avec des gens qui nous ressemblent, la plupart du temps. Moi, j'ai pris le conseil de mon père quand je suis arrivé à Montréal. Si je regarde dans la salle, il y a peut-être un Sénégalais, il est parti tout de suite. Okay, la plupart, je ne deal pas vraiment avec les Sénégalais. Je ne deal pas réellement avec eux parce que mon père, le conseil qu'il m'a donné, c'est ouvre-toi. Tu es à Montréal, tu es dans une ville qui est cosmopolite, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui vivent ici. Essaye d'apprendre les gens et de travailler avec d'autres personnes. Mon partenaire d'affaires sur cet espace, c'est un Béninois. Il y a Cyril qui est là, qui est Camerounais. L'autre, au niveau du restaurant, il y en a un, il est burkinabé. L'autre, il est sénégalais. Mais pour te dire que cette façon de créer ces liens entre différentes cultures diasporiques, ce serait bien de créer une plateforme qui va permettre de faire en sorte que ces gens-là vont se matcher. Ces gens vont se connaître et ces gens vont pouvoir par la suite développer des relations d'affaires. Ça n'existe pas encore, c'est une opportunité. Peut-être que tu es la personne qui peut porter ce projet-là, mais ça n'existe pas, malheureusement. Et souvent, le problème qu'on a, c'est que les gens ont ce ressenti, il y a une barrière, au fait. Quand on n'est pas de la même culture, il y a une barrière. Il y a Gabriel qui veut dire quelque chose. Signe un contrat. Signer des contrats. Je répète, signer des contrats. Et tout le monde doit mettre, même si c'est 1 centime, il doit le mettre dans le business. Je ne me lance jamais seul aussi. Parce que c'est impossible de gérer tout seul, surtout qu'on est à distance. Il y a des contrats. Je suis en famille dans le business, dans l'un de mes business en Afrique, il y a un contrat. Toujours. Et quand on est en business, je suis le dernier de ma famille, c'est pas frère, grand frère. C'est boss. Je suis sérieux. C'est pas arrogant. Je vous promets, ça n'a rien à voir avec ça. Sauf que pour que les choses fonctionnent, il faut que tout le monde ait conscience du risque. Il faut que tout le monde ait conscience du risque. Au début, quand je vous disais, les gens passaient des heures à m'expliquer des choses. Et par la suite, quand tu coupes 1, 2 fois, sans salaire parce qu'on a perdu de l'argent, croyez-moi, ça rentre. Quand tu fais 2 mois, tu dis, je vous ai dit de faire ça, vous n'avez pas compris, voilà, on a des conséquences, on va tous subir ces conséquences. En plein décembre, où tout le monde attend le 13e mois, ça rentre. Contrat. Je vais me permettre d'ajouter un petit quelque chose par rapport à ce que mes 2 camarades viennent de dire. Gabi, il a failli faire étouffer quelqu'un.
Je commence par la dernière chose qu'il a dite, le contrat. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas garant de la confiance. Le contrat n'est pas garant. Cheikh a parlé tantôt du fait qu'il travaille avec quelqu'un qu'il connaît. C'est juste parce que je veux regarder Il a parlé de quelqu'un qu'il connaît depuis plus de 20 ans. Ils travaillent, ils sont amis, ils ont fait les 400 coups. Imaginez que l'un fasse une crasse à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? La relation qu'ils ont n'est pas basée sur un contrat. C'est une confiance depuis des années. Donc je disais ça pour vous faire comprendre que la confiance est quelque chose qui se bâtit au fil du temps, quelle que soit la relation que vous avez. Oui, Gabi a raison lorsqu'il dit en affaires, le contrat est important. Le contrat, bon, il y a la confiance, on est lié juste par un contrat, on peut mettre la confiance de côté. Mais c'est sûr que vous partagez certaines valeurs, vous partagez certains objectifs, mais la confiance, il n'y a rien d'idéal. C'est un idéal, on veut atteindre la confiance, mais elle n'existe pas en tant que telle. Du moins, de ma petite expérience, là, entre humains, la confiance est quelque chose qui se bâtit vraiment au fil du temps. Et aussi, je vais finir sur une note peut-être un peu négative, mais qui, j'espère, va disparaître avec le temps. On a aussi ce problème-là, où on a martelé pendant des siècles dans la tête des Noirs qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Ça traverse les générations. C'est quelque chose qui va aussi prendre du temps pour s'effacer. Malheureusement, on fait avec. Donc oui, vous pouvez travailler avec quelqu'un en vous faisant confiance. Allez hop, je te fais confiance, oui. Mais il peut enlever, toi c'est quoi, dans les 5 millions, hein? Il peut enlever un 5 millions sans problème, quoi. Donc voilà. Alors, quand j'ai investi au Sénégal la première fois, je vais vous raconter aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, comment j'ai rencontré mon partenaire Suleiman Aïn, Fressen. Il a posté une vidéo sur AgriBusiness sur YouTube. J'ai appelé mes amis avec qui j'étais à Polytechnique, que tu connais bien sûr. J'ai dit, ce gars est intéressant. Je l'ai appelé, on a commencé à faire du business ensemble. On sent les choses. Et après, on fait le contrat. bon, on va juste prendre 2 petites questions, une là et une là, puis on va avancer un peu sur le programme parce que le temps nous presse un petit peu. Ma question est la suivante. En Afrique, on a aussi cette culture de la famille. Est-ce qu'en affaires, ça vaut la peine d'intégrer la famille en affaires ou vaut mieux éviter pour, on ne va pas nommer les raisons peut-être là, mais juste une opinion par rapport à ça, vu que vous avez plus d'expérience par rapport à ça peut-être. Alors, je vais te répondre encore une fois basé sur mon expérience. Je pense qu'il ne faut jamais mettre la famille dedans parce qu'après ça devient très 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 compliqué. Dans le sens où, je vais donner un exemple tout bête. Quand le premier projet que j'ai essayé de développer en Afrique, c'était un projet de camion LED, etc. J'arrive, je commence à chercher, etc. Puis je me rends compte que, écoute bien l'histoire, le petit frère de mon père, sa fille, est marié à un monsieur qui a 13 camions qu'il n'utilise pas. Ok? Donc je vais le voir, je discute avec lui, je lui dis voilà mon projet, voilà ci, voilà ça. Il me dit t'inquiète pas mon frère, t'es mon petit, t'inquiète, je vais t'aider, etc. Bref, on discute, j'ai fait l'erreur de ne pas signer de contrat. Comme l'a dit Gabriel, je me suis basé sur la confiance. Et on a eu des discussions où on s'était entendu sur plein de choses, mais lorsqu'il était le temps d'exécuter certaines choses, ça ne s'est pas fait comme ça. Et quand il a vu que l'activité commençait à fonctionner, finalement, il a décidé du jour au lendemain, basé sur absolument rien du tout, de multiplier tous les prix qu'on avait, tous les accords qu'on avait par 3. Du jour au lendemain. Ensuite, il a commencé par nous dire, non, le camion ne marche pas, il est en panne, etc. Bref. Finalement, mon papa me demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'en entends plus parler, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Mon père me dit, c'est pas possible, il va le voir. Il discute avec lui. Il lui dit, t'inquiète pas, tonton, c'est entre moi et le petit. C'est pas la peine, ne te déplace même plus, il n'y a pas de souci. Quand mon père est parti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune nouvelle de lui. Donc, pour te dire que
c'est pas parce que tu fais des affaires avec la famille que ça va bien se passer. Et au contraire, ça peut créer des problèmes. Donc moi, je préfère rester très très loin de la famille. Puis, on reste cordial. C'est la famille, c'est la famille. Chacun son rôle dans un braquage, comme on a l'habitude de dire. Très court. Mon rêve est que demain, on parle d'un empire wagé. Les plus grands empires financiers de ce monde, ce sont des familles. C'est parti d'une famille. La Corée dont il est fan, ce sont des familles. Donc, à un moment donné, on peut mettre la famille si on pense qu'il y a des compétences. On n'élimine pas la famille, on peut la mettre, mais en même temps, s'il y a un problème, on met de côté. Donc, la famille qu'il veut mettre de côté, là, il va la mener petit à petit en grandissant. Déjà rapidement, il a raison, il a raison. On veut bâtir des empires. Moi, je travaille en famille. Mais si j'ai un seul truc à te dire, contrat, et en plus de ça, si tu n'es pas prêt à l'écarter, ne fais pas affaire avec lui. Moi, je me suis posé cette question. Est-ce que tu es prêt à dire à ton frère, demain, je ne veux plus travailler avec toi? Je suis prêt. Là, vous avez choisi la fin pour sortir une question comme celle-là. Je pars du principe que l'Afrique n'est pas un continent à part. Elle est dans le monde. Elle est même partout. L'intelligence africaine, pour utiliser l'intelligence, ou du moins dans l'intelligence artificielle, oui, vous avez raison, je pense que oui. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, aujourd'hui il y a des chercheurs, aussi bien en diaspora qu'en Afrique, qui se servent de l'intelligence artificielle pour trouver des réponses aux enjeux spécifiquement africains. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ne sont-ils pas en train d'utiliser l'intelligence africaine? Je pense que oui. Après, il y a certaines choses où là, c'est plus technique. Vraiment, c'est pas moi. Pour moi, c'est du chinois. Je pense que l'on soit coréen ou que l'on soit russe ou que l'on soit canadien, il y a certaines choses dans l'intelligence artificielle. Il a utilisé beaucoup de termes que je ne connais pas. Là. Bref, il me remplissait la tête avec monitoring, machin. Bref, des trucs techniques qui sont des trucs universels. Donc, je pense qu'on soit africain, coréen ou autre, on utilise ces données-là. Mais d'y mettre l'intelligence africaine, alors, sensibilité africaine, non, je ne vais pas aller plus loin là, je m'arrête à ça. Oui, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des enjeux proprement africains qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle ici, pour moi, c'est déjà utiliser l'intelligence africaine. Je pense que oui. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Ce que tu appelles l'intelligence artificielle, c'est l'éthique africaine. Toute technologie se développe avec une éthique africaine, pardon. Toute technologie se développe avec une certaine éthique de lieu où il est développé. Tu peux développer une technologie en Asie, ce n'est pas accepté, parce que éthiquement parlant, dans ce pays spécifique d'Asie, ils n'acceptent pas ça. Exemple très simple, l'euthanasie. Chez nous, tu fais l'euthanasie, chez nous, tu es fou. Jamais, oublie ça. Parce que éthiquement parlant, ce n'est pas accepté. Donc, on doit mettre notre éthique africaine. La technologie est universelle, l'utilisation est personnelle. J'aimerais rebondir sur mon lapsus en disant simplement qu'il faut d'abord, avant de parler d'intelligence africaine ou d'intelligence artificielle, il faut partir du fait de
comment on définit d'abord l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir résoudre les problèmes pour la première fois qu'ils se posent. Aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que ça montre, de par la définition, que l'impact du milieu géographique. L'intelligence qu'on développe en Afrique pour résoudre certains problèmes qui sont propres à l'Afrique ne pourrait pas avoir les mêmes effets, par exemple, qu'en Corée, etc., etc. Donc, l'intelligence, pour moi, c'est d'abord ça. Donc, si on utilise de l'intelligence artificielle pour l'Afrique, selon moi, il faudrait déjà d'abord qu'on puisse, développer une intelligence africaine. Donc, une capacité avec nos propres moyens, avec notre propre paradigme, avec nos façons de voir les choses, avec nos mœurs, de résoudre les problèmes qui sont propres à nous. C'est la meilleure façon de pouvoir se déployer et ici de servir d'exemple, de montrer et d'illuminer le monde aussi. Parce que l'Afrique a aussi le droit d'oser, de se dire « je suis capable de tenir la main et de conduire le monde ». Voilà, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour notre beau panel, s'il vous plaît? Donc là, nous allons passer à la suite du programme. Je vais inviter un peu nos panélistes à venir s'installer à côté, le temps qu'on prépare notre petite présentation.